Perles de sang et larmes d'un vieil arbre, de Lina Dovitatis. Une histoire qui m'a marqué? Demanda le vieil Augustas. Oui, j'en ai une qui me revient en mémoire. Elle vous paraîtra, je crois, fort lointaine. Pourtant, mes enfants, elle ne remonte pas plus loin que 40 ou 60 ans. À cette époque, alors que nous venions d'entrer en guerre contre les Polonais, en septembre 1920, si ma mémoire est bonne, un jeune bûcheron du nom de Jonas fut aperçu courant au village comme un fou pour colporter une histoire aussi démente que le visage du jeune homme le laissait supposer. Jonas disait qu'il s'était rendu aux abords d'un bois qui faisait face à la butte de Saïdja et qu'en voulant abattre un arbre, il avait enfoncé la lame de sa hache profondément, mais qu'en la retirant, du sang avait jailli et que des pleurs de femmes s'étaient fait entendre. On le prit naturellement pour un fou, on s'en moqua, mais l'insistance qu'il donnait à son récit força finalement quelques garçons, hautains et railleurs et agacés, à le suivre pour découvrir le fameux arbre. Lorsqu'ils revinrent au village, ils ne riaient plus du tout. Ils déclarèrent que c'était la stricte vérité, que sur l'écorce endommagée d'un arbre quasi millénaire coulaient doucement mais sûrement des gouttes de sang humain, et qu'une plainte paraissait jaillir de ce tronc. La foule se précipita alors vers l'arbre, empreint d'une fascination incontrôlable pour ce mystère. Tout le monde se demandait ce que cela voulait dire. Était-ce un signe du ciel, une hallucination collective, ou bien un canular extrêmement bien sophistiqué? Mais la foule se tut lorsqu'un vieil homme, le vieux Mindogas comme on l'appelait dans le pays, parla d'une voix grave en invoquant que cet arbre n'était autre que la princesse Cotrina, d'après la légende du chevalier Viternis. D'après cette légende, Viternis était un grand chevalier qui aimait plus que tout la princesse Cotrina, mais que pour lui prouver la véracité de son amour, il avait juré de lui apporter la tête de la sorcière de la butte de Saïdja. Viternis ne revint pas, mais Cotrina continua à l'attendre sur la colline en face de la butte, pendant un jour, puis deux, puis trois, puis une semaine, un mois, une année, pour au final devenir un arbre. De la disparition du chevalier et de la métamorphose de la jeune fille, on murmurait que la sorcière était la coupable, et que sa mort seule pouvait délivrer la pauvre Cotrina de sa prison. La foule se rappela alors que depuis qu'ils étaient tous bambins, leurs parents leur avaient toujours interdit de se rendre sur la butte de Saïdja, de peur de rencontrer la sorcière. Si pour certains cette légende n'était qu'une histoire pour faire peur aux enfants, ils avaient pourtant du mal à expliquer que chaque fois qu'ils s'étaient rendus à un lieu près de la butte, on pouvait voir s'échapper de la cheminée d'une masure vieille comme Mathusalem de la fumée, mais également la lueur de chandelles qui brillait dans la nuit sur le rebord d'invisibles fenêtres. Les villageois furent alors envahis d'une rage dont ils n'avaient ni connaissance de l'origine, ni de la raison qui poussait à être enragés. Jonas tenta de les ramener à la raison, de savoir ce qu'ils comptaient faire, mais dans de grands cris qui tenaient plus des râles, il disait qu'ils allaient enfin découvrir qui habitait vraiment cette masure sur la butte, et que si sorcière il y avait réellement, il n'hésiterait pas à la tuer. Pourquoi? Il n'en savait rien, et Jonas non plus ne le savait pas. Il resta là, au pied de l'arbre, tandis que les villageois se dirigeaient vers la butte, vers la maison de la sorcière. Jonas restait là, au pied de l'arbre qui continuait à pleurer. Il se demandait si la mort de la sorcière amènerait véritablement la délivrance de la pauvre Cotrina, ou si au contraire, cela ne la piégerait pas à jamais dans la noire solitude de ce tronc. Lorsqu'après une heure les villageois revinrent, Jonas constata qu'il en manquait une partie, et que les autres étaient blessés et ne voulaient dire mot de ce qui s'était passé.
Mais le lendemain, ils furent repris de la même rage et se dirigèrent à nouveau comme possédés vers la maison de la sorcière. Mais 1 heure plus tard, Jonas les revit, encore moins nombreux revenir, toujours blessés et muets comme des carpes. Et ce manège continua pendant 7 jours, et au bout du 7e jour, les villageois abandonnèrent définitivement l'idée de se rendre à cette maison sur la butte. Jonas, lui, en revanche, venait désormais souvent près de l'arbre le soir. Il s'était presque comme attaché à cet arbre, à ses pleurs, qui ne transmettaient aucun mot certes, mais qui, dans un sens, étaient comme une bien triste mélodie, unie au chant du vent et des branches qui tremblent. Mais c'était malgré tout une belle musique. Il avait conscience du malheur de la pauvre Kotrina, si toutefois c'était bien elle dans cette écorce sèche, mais jamais il n'aurait eu le courage de se rendre là-haut, sur la butte Saïdja, ne serait-ce que pour entreapercevoir le devant de la porte de la maison. Les jours, les semaines, les mois passèrent. La trêve avec les Polonais fut signée, les frontières réarrangées et chacun rentra chez soi. On fit part aux vétérans de la guerre qui revenaient au village de l'histoire de l'arbre qui pleurait et saignait. Mais pas un seul ne fut assez fou pour retenter une expédition désastreuse comme elle s'était produite. La réputation de cet endroit grandissait, à tel point que les champs aux alentours furent progressivement abandonnés par les paysans. Plus personne ne venait en ces lieux, excepté Jonas, pour écouter la complainte de l'arbre. Pourtant, une après-midi, alors qu'il se reposait dans l'herbe, Jonas vit passer devant lui un homme qui marchait paisiblement. Il était habillé à la manière des gens de la ville, était très soigné, tenait un sac sur son dos et une canne d'acajou comme bâton de marche. Il demanda dans un sous-dialecte panévise, qui tenait vraiment de l'amateur, le chemin qui menait à la ville la plus proche de ce côté du Niémen. Après lui avoir répondu, Jonas lui demanda ce qu'il faisait en ces lieux. C'était un Finlandais qui voyageait à travers le pays par pur désir de voir des paysages autres que les étendues gelées de sa Laponie natale. Comme il était à la recherche d'endroits où des histoires intéressantes s'étaient tenues, la discussion ne tarda pas à tourner du côté de la butte de Saïdja et de l'arbre qui pleurait et saignait. Jonas raconta dans les moindres détails l'histoire de sa découverte, celle du chevalier Viternis et de sa dame, sans oublier la rage démesurée qui s'était emparée des villageois. Son interlocuteur observa de ses yeux la trace de sang caillé sur le tronc et entendit la plainte à travers l'écorce. Il en demeurait des plus étonnés. Il demanda alors à Jonas si quelqu'un avait tenté de se rendre depuis vers la maison au sommet de la butte. La réponse fut négative. Le voyageur déclara alors que, par curiosité, il ne voyait pas en quoi cet endroit étrange ne serait pas pour lui un délice d'enchantement. Et il se dirigea vers la butte. Jonas tenta de l'en dissuader, mais l'étranger déclara que puisqu'il n'était pas d'ici, et que par conséquent la soi-disante sorcière n'avait aucune raison de lui vouloir du mal, il pourrait peut-être trouver un moyen de lever le sort de la pauvre Kotrina. Il ne croyait nullement à ces histoires qu'il nommait d'un air plein d'humour dans un soupir des délires de paysans. Arrivé sur un chemin embrumé et serpentueux qui semblait mener au sommet de la butte, l'étranger fut alors paralysé de peur lorsque devant lui, sur son chemin, se présentèrent une foule presque innombrable d'animaux sauvages.
Des élans, des cerfs, des loups, des lynx, des sangliers, des ours, des renards et des chouettes. La situation déjà surprenante de voir toutes ces bêtes cohabiter en un même lieu sans se craindre fut accentuée, voire prit une tournure terrifiante, lorsque l'étranger perçut dans les traits guetteurs des animaux un aspect de leur faciès effroyablement humain. Comme signe d'apaisement, l'étranger posa au sol son bâton ainsi que son sac et avança doucement, les bras levés vers les bêtes sauvages qui ne l'attaquèrent point, comme si elles voyaient qu'il n'était ni une menace, ni qu'il n'avait aucune mauvaise intention. Après une longueur de marche, il aperçut enfin le fronton de la maison. De là où il était, il pouvait apercevoir au loin, sur la butte d'en face, une silhouette qui semblait être le jeune Jonas qui observait la butte. Il avait ramené des villageois, comme prêt à mener une expédition de secours. L'étranger se tourna alors vers la porte de la maison. Elle semblait faite d'un bois quasi neuf, qui n'aurait jamais vieilli, et sur son centre, comme une poignée, se trouvait un crâne de chèvre à une seule corne et entouré d'étranges symboles, aussi anciens que la tour de Babel. L'étranger prit son courage et frappa doucement à la porte avant de demander poliment s'il pouvait entrer. La porte grinça et une étrange femme fit son apparition. Elle était courbée, ses doigts aux grands ongles étaient crochus, vêtue d'une robe très ancienne où cascadaient ses cheveux hirsutes et noirs comme la suie. Elle avait en revanche un visage extraordinairement jeune. Elle fit signe à l'homme d'entrer, lui montra une chaise et lui offrit une infusion. Elle était étonnée par le comportement du jeune homme. D'ordinaire, ceux qui venaient ici étaient comme des enragés qui n'en voulaient qu'à sa tête, alors que lui était venu de manière pacifique et qu'il avait poliment frappé à la porte. Après quelques échanges courtois, l'étranger demanda si elle savait quelque chose de la malédiction qui touchait l'étrange arbre sur la butte voisine. La sorcière, car il aurait été difficile de l'appeler autrement, lui raconta alors l'histoire que les villageois ignoraient. Il y avait fort longtemps, elle s'était installée ici pour vivre paisiblement loin des tumultes du monde. Ceux qui auraient eu besoin d'aide, elle les aurait volontiers aidés. Mais un jour vint un chevalier. Il s'appelait Viternis, et il avait été charmé par la beauté de la sorcière, si bien qu'il lui proposa non seulement d'être son épouse, mais également de venir avec lui dans son palais. Elle avait refusé, car elle n'aurait contre rien au monde abandonné ce havre de paix qu'elle avait choisi comme foyer. Le chevalier furieux s'en alla alors vers le village voisin, où il séduisit une jeune fille du nom de Cotrina, et comme pour se convaincre lui-même qu'il était sans faille, il avait juré d'oxyre celle dont il avait noirci la réputation, et que dans tout le pays on connaissait dorénavant comme celui de la sorcière de la butte de Saïdja. Mais lorsqu'il se trouva face à elle, il retomba amoureux. Mais la sorcière, elle, n'avait pas oublié les torts qu'il lui avait faits. Elle le changea donc en lapin, et il trouva la mort dans le ventre d'un loup qui passait par là. La sorcière n'avait rien contre la pauvre Cotrina. Elle ne lui avait nullement jeté un sort. Elle déclara que ce maléfice qui touchait la pauvre fille était la dernière perfidie du chevalier Viternis. L'étranger demanda alors si elle pouvait lever la malédiction. Elle répondit que oui, mais sans réellement expliquer que cela ne serait pourtant pas une réelle satisfaction pour ceux qui désiraient offrir la paix éternelle à cette jeune fille. L'étranger lui demanda alors avec la plus grande politesse qu'elle fasse quelque chose. La sorcière le coupa net dans ses mots. Elle prit dans sa main un grain de salse pareil, l'ouvrit, dessina de sa liqueur un symbole et prononça une parole dans un langage inconnu, avant d'ajouter que c'était fait, mais qu'elle l'avait prévenu.
À ces mots, la maison, les meubles, la sorcière disparurent dans un épais voile de fumée, et l'étranger se retrouva sur la butte, dans la pénombre du soir. Il redescendit le chemin sans croiser les étranges animaux, puis se dirigea vers l'arbre où Jonas et les villageois devaient l'attendre. Mais lorsqu'il arriva, il constata que les villageois étaient en cercle, autour de quelque chose qui gisait au sol. L'étranger vit que le tronc de l'arbre était ouvert en deux, comme si on avait voulu en extraire quelque chose. Puis, se frayant un chemin parmi la foule assemblée, il vit au sol le malheureux Jonas, et la carcasse séchée et putréfiée d'une femme dont les ongles tranchants étaient enfoncés dans la gorge du pauvre garçon. Le long de la cuisse de cette vision de cauchemar, sur le pan d'une robe du XVIe siècle, semblait avoir coulé abondamment une trace de sang caillé. La sorcière avait dit vrai. Lever la malédiction qui pesait sur la jeune fille n'était pas forcément une bonne chose. Mais qui aurait pu en vouloir à cette pauvre fille, piégée dans ce tronc, attaquée par un parfait inconnu, tandis qu'elle attendait passionnément le retour de son amant? Elle n'avait fait que se défendre contre son agresseur.